Un nouveau héros est né aujourd'hui, et ce héros, c'est toi. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes et de mauvaises personnes, mais seulement de bonnes personnes à la mauvaise place. Et être à la bonne place, quand on est un artiste entrepreneur hypersensible, c'est être bien ancré dans son cœur énergétique. La bonne nouvelle, c'est que l'heure est au cœur sur la planète Terre. Et je sais que toi aussi, tu as un cadeau à offrir à l'humanité, un message à partager, et une contribution à honorer. Et grâce à cela, tu peux dès aujourd'hui mettre ton cœur au service de ta vie, de ton art et de l'humanité dans les meilleures conditions. Ton message inspirera le monde pour le meilleur et ton cœur montera la voix des millions de personnes. Cette opportunité, c'est ta responsabilité. Alors incarne ce héros que le monde a toujours rêvé d'avoir à ses côtés. Mon nom est Maxime Nardini et bienvenue chez les leaders du présent. Yes, Franz. Hello, hello. Oui, bonjour. Hello, bienvenue dans le podcast. Merci à toi pour ton accueil. Avec joie, écoute, je suis très heureux qu'on ait cet échange, parce qu'avant tout, un podcast, ça reste un échange. Qu'on ait cet échange, on s'était mis en contact. C'était la musique qui nous avait réunis. Et c'est la magie, je dirais, de la musique, c'est qu'on fait des belles rencontres sur notre chemin. Et dans ce podcast, écoute, j'aimerais commencer déjà par le commencement. Exact, c'est vrai. Partager une scène. Exactement. Et ce commencement, ce serait d'aller aux racines, ce serait d'aller dans ton enfance, savoir comment, quelle enfance tu as eue, comment tu as grandi, que ce soit comment tu t'es senti dans ta place d'enfant, que ce soit également avec le monde qui t'entourait, avec ta famille, avec ton âme d'artiste. Comment tu as vécu tout ça et est-ce qu'il y a eu, on va dire, une phase, on va dire un premier cycle qui t'a amené un premier déclic, peu importe. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, c'est progressif en fait. La musique a toujours fait partie de ma vie. Et si j'ai bien compris ta question, parce qu'on a été un petit peu coupé, je suis allé un petit peu trop loin sur le chemin. Ok. Et en fait, j'ai fait ça étape par étape parce que le plus important pour moi était la famille dans la vie, bien que j'ai rêvé d'avoir une vie de famille, d'avoir des enfants, une vie de couple. Et voilà, j'ai mis la main dans le cambouis de la vie avec beaucoup de délectation. Et en fait, j'ai mis en place la musique progressivement. Mes premiers enregistrements professionnels, ou en tout cas mes premières maquettes professionnelles, je les ai enregistrées quand ma fille est née. Et avant, j'écrivais des titres depuis quelques années. Enfin, je crois que j'ai toujours écrit des titres en fait. J'ai commencé par des poèmes à l'âge de 16 ans. La révélation de l'ère romantique et tout ça, avec des auteurs que j'adorais. Et une identification à travers les textes, puis des enregistrements a cappella sur une cassette, sur un enregistreur cassette. Et puis finalement, au bout d'un moment, l'envie d'y mettre des mélodies dessus, donc j'ai pris un instrument. Mais j'étais vraiment dans l'idée d'écrire des chansons et pas d'être un musicien accompli. Donc voilà, quoi, tout en autodidacte. Et du coup, il m'a fallu quand même quelques années. Je crois que je devais avoir 26 ans quand ma fille est née. Et à partir de là, j'ai commencé à enregistrer des maquettes, à aller en studio, à me payer, à faire le pas. Et pour moi, c'était chaque fois un petit sacrifice, c'est-à-dire qu'on n'avait pas énormément d'argent et je faisais des petits boulots à côté pour me payer soit les enregistrements, soit j'ai vendu mon matériel. Je pense que j'ai vendu du matériel très rapidement pour pouvoir aller en studio. Et j'ai compris en fait à cette période-là déjà que ce qu'il faut faire, c'est chacun son métier, c'est-à-dire qu'on doit accorder à ceux dont c'est le métier le privilège de nous donner une direction, un savoir-faire. Et ça, c'est vraiment important. Donc, chacun a sa place et dans cet écosystème. Et en fait, il faut le respecter parce que c'est le seul moyen d'avancer. Le seul problème, c'est de trouver les bonnes personnes. C'est toujours pareil. Voilà.
Et voilà pour te donner un petit peu une idée de comment ça s'est passé. Ça a été en étapes successives, hein. J'ai avancé pas à pas parce que j'avais besoin aussi de toucher du doigt euh, ce que j'étais capable de faire, et ce que je pouvais réaliser. J'avais beaucoup on va dire, d'appréhension, de recul par rapport à moi-même et que j'ai eu encore jusque très récemment. Cette peur d'avancer, pas par rapport aux autres, par rapport à soi-même, hein, et se mettre à découvert. Donc j'ai fait ça étape par étape, tranquillement. J'avais besoin de poser un pied après l'autre et de voir comment ça arrivait. Donc là, je te parle des années fin 90, début 2000, où j'ai fait des maquettes, hein, j'ai enregistré, je suis allé démarcher les majors à Paris. On envoyait, je me déplaçais carrément, j'essayais de prendre des rendez-vous. J'ai fait ça pendant 2 ans à peu près. D'accord. Donc j'ai rencontré des gens chez Chrysalis, chez, je pense, EMI après. J'avais eu un rendez-vous chez EMI, il me semble. Des filiales de BMG où j'étais reçu plusieurs fois. Donc j'ai vu ça, j'ai vu des gens, des DA, des directeurs artistiques qui me recevaient. j'ai, j'ai été accueilli dans un bureau après avoir fait 6 ou 7 heures de voiture. Et puis au bout de 30 secondes, le gars il se retourne, il zappe la chanson suivante, il fait j'aime pas du tout. Et puis il zappe au bout de 30 autres secondes sur le deuxième titre, il dit non, ça m'intéresse pas. Et au revoir. Et en fait, ça permet aussi d'être confronté à une réalité qui est dure, hein. C'est ta propre existence et ta propre. Parce que des fois, je l'ai vécu pendant des années comme un refus de ma personne et pas de mon Oui, art. oui, oui. C'est toujours le mélange qu'on fait dans ces cas-là, de ne pas savoir faire la distanciation entre le travail qu'on fait et ce qu'on est personnellement. Oui, oui. Et ça, c'est vrai que en même temps, c'était dur, mais en même temps, c'est la réalité de cette société. De cette société, je parle bien, hein, parce qu'il faut bien faire la nuance. Et en fait, il y a un moment où tu te dis, bon, je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Parce que si je vais jusqu'au bout, qu'est-ce qui m'attend? Et quel va être le degré de renonciation à moi-même qu'il va falloir que j'accepte pour continuer dans une relation avec ce genre de contrat. Parce que les contrats qui sont proposés par les majors sont des contrats où on entend tout au long de nos vies de musiciens d'autres personnes dire ah ouais, j'ai un copain, il a signé, il a dû revoir un paquet de choses, il a dû accepter. Et en fait, accepter quoi? Certains artistes sont capables de l'accepter, de revenir complètement sur des chansons qu'ils ont écrites pour soit les délaver, soit les paupériser, et c'est vrai que dans une période comme début 2000, c'était encore un petit peu flou tout ça. Aujourd'hui, on a passé un cap où, bon, là, on sait très bien que, vu ce que dégage la musique, il y a juste le haut du pavé et puis le reste n'existe plus, quoi. Donc, à l'époque, il y avait encore la possibilité de faire des projets, euh, comment dire, de travailler peut-être avec un label qui était signé par une major et d'arriver à faire un projet qui pouvait passer en radio. Bon, là, aujourd'hui, on parle plus de la même chose, hein. Là, c'est clair. Là, on n'est plus dans les mêmes configurations de vie en tant que musicien. Ouais. Est-ce que tu sens également qu'il y a eu l'évolution des... Parce que j'aime beaucoup ce que tu as dit là dans la notion de, OK, si j'accepte ça, oui, on va dire, j'acquiers un certain levier financier, même au niveau de mon audience, pour avoir plus de visibilité, tout Tout ça. à fait. Mais Ouais, derrière, c'est comme si je dois mettre un peu en silence ma vérité. tout à Et fait. mes chansons doivent... Alors, après, effectivement, c'est... Comment dire? C'est ce qu'on a entendu souvent. Tu vois, même Prince, avec son tatouage slave, esclave
sur la joue, tu sais, à l'époque, qui disait il Oui. disait ça, qu'il était esclave de quelque chose qui était plus grand que lui, mais qu'il n'avait pas contrôle dessus, parce qu'il avait signé ce pacte avec lui. Et est-ce que tu sens justement qu'en parallèle, le développement des labels indépendants, des petits labels ou de l'autoproduction, et c'est un peu toi ce que tu as fait finalement. On a sauté, je t'avais posé la question au début de ton enfance, on y reviendra plus tard, c'est pas grave. On est parti directement dans un sujet qui est croustillant, qui est le côté musique, et le côté voilà, prendre sa place, se prendre des claques, des rejets, des choses que beaucoup d'artistes, je pense, qui nous écoutent ont vécu également. Mais ce côté autoproduction, justement, toi, comment ça s'est passé? Comment tu l'as senti, justement? Comment tu as vécu l'évolution de ça? L'autoproduction, il y a quelque chose qui est quand même assez incroyable, c'est que c'est l'absolue découverte d'une certaine autonomie. Moi, j'ai eu la chance, en fait, avec la première autoproduction, je suis allé dans un studio, j'ai enregistré 3 titres, hein, et ça, c'était ma première autoproduction. Et tout de suite, le gars du studio, j'ai discuté avec lui et il m'a dit je veux devenir ton producteur. Donc, bon, j'ai eu cette chance-là directement de pouvoir continuer à enregistrer beaucoup de titres sans avoir à passer par une case d'autoproduction difficile. Et on a fait ça, on a travaillé 2 ans ensemble. Donc, cette partie-là, c'est une partie de délectation parce qu'en plus de ça, c'est la découverte du studio, des techniques d'enregistrement. Le studio où j'allais, en fait, le gars, il avait énormément de matériel. C'était du matériel vintage. Donc, il avait du matériel d'époque. C'était vraiment intéressant déjà de travailler avec lui pour ça, de découvrir ses méthodes d'enregistrement. On enregistrait sur bande à l'époque. Il avait un 16 pistes à bande, une vieille Studer. Là, tu as enregistré l'album de French House avec lui, c'est ça? Non, ça c'est. Moi, je te parle de la première période d'écriture quand j'écrivais en français. D'accord, ok. Et c'est ma toute première période en fait d'écriture pendant laquelle j'ai fait mes armes en tant que songwriter. Et cette première période d'écriture m'a amené au milieu des années 2000 à faire une session chez Francis Cabrel à Stafford, chez Voix du Sud d'ailleurs, et j'écrivais encore en français à cette époque-là. Voilà, pour te remettre, c'est la première période, c'est une première décennie de travail où j'ai vraiment, dès que j'ai eu des chansons sous la main, quoi, j'ai démarché directement les maisons de disques. Le plus dur, le plus dur en fait, je dirais, si ça peut aider certaines personnes, c'est que moi je suis arrivé chez Chrysalis, il y avait un gars qui s'appelait, je me souviens plus de son nom. Je suis resté 1 heure dans son bureau. Le gars, il me dit, mais cette chanson, elle est fantastique. Il me dit, si vous m'envoyez une autre chanson du même niveau, bah, en fait, je vous paye des sessions d'enregistrement à Paris et puis on voit que. Donc, c'est un début de discussion très sérieuse. D'accord. Seulement, j'avais pas de titre assez fort derrière et j'avais rien écrit. Et donc, c'est ça. En fait, quand on travaille des titres et qu'on sait qu'on a un titre qui est quand même pas trop mal, il faut savoir prendre le temps de travailler la suite avant de commencer à penser à démarcher ou partir. On peut en reparler plus tard du démarchage parce que c'est vraiment important. Ça fait partie de notre travail aussi en tant que musicien, de savoir placer des titres, de savoir aller demander, discuter. Voilà, ça fait partie des choses vraiment importantes. Et donc, du coup, ça s'est pas concrétisé. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai beaucoup enregistré à cette époque-là parce que je savais que j'avais déjà quelque chose entre les doigts quand j'écrivais, que j'avais une petite patte et que ça plaisait déjà à mon producteur, au gars du studio, puisqu'il voulait me produire. Ouais. Et donc, ouais, c'était encourageant. Après, dans cette première période, bien sûr, il y a toujours les amis qui sont là, qui disent c'est super.
c'est vraiment à prendre avec des pincettes, tout ça. Il faut toujours se faire attraction du monde qui nous entoure, c'est-à-dire nos amis, la famille, ils sont toujours bienveillants. Et les gens qui sont moins bienveillants et qui sont plutôt terre à terre, c'est ceux de l'extérieur qui ne nous connaissent pas. C'est peut-être eux qu'il faudrait aller voir directement. Hmm. Et dans cette évolution-là, justement, quand tu étais en français, parce que moi, j'ai le Oui. souvenir, on s'est rencontrés sur justement The French House, qui est un album en anglais. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à faire le switch, en fait? Et toute ma vie, j'ai écouté que 2 références françaises dans ma discothèque. C'est très marginal. J'ai écouté du français, bien sûr, à la radio. Donc, j'ai la culture française. Je connais la musique des années 80 puisque je suis né dedans. Donc, j'ai eu tous les bons titres et tous les mauvais titres en tête. Et en fait, il y a un moment où j'étais un petit peu pris entre deux feux, c'est-à-dire j'avais une inspiration et dès que j'écrivais, j'écrivais en anglais, mais c'était plus une inspiration qu'une capacité. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé mon premier album, le tout premier, The French House, parce que j'avais encore cette retenue en moi-même de dire, bon voilà, je chante en français, en anglais, mais je suis français, donc c'était juste pour identifier, vous voyez, je suis français, hein. La maison française, c'est moi. D'accord. C'était juste une demande d'écoute indulgente en disant voilà, j'ai fait de mon mieux pour chanter en anglais. Soyez sympa avec moi. J'essaie d'atteindre un idéal. Et cet idéal, c'est cette langue anglaise que j'adore. Lorsque j'avais 11 ans, ma tante est revenue d'Irlande Ok. avec des Irlandais. Ils sont restés une semaine et je suis tombé vraiment amoureux de cette langue. Cette époque-là, ça a été vraiment, je pense, une époque charnière pour ma connexion avec la langue anglaise. Et après, bon, je suis parti aux États-Unis à l'âge de 17 ans pour faire un petit voyage. J'ai découvert le continent américain, la culture. Et voilà, on avait l'idéal aussi, notre génération. On avait encore la queue du rêve américain qui traînait Hmm. dans notre société. Oui, milieu 80, début 90, on avait encore cette queue du rêve américain qui était bien prenante parce qu'en fait, je veux dire, la vie aux États-Unis était encore très peu onéreuse. C'était Ouais. vraiment encore le rêve. On pouvait encore possiblement se rendre aux États-Unis et trouver une carte verte, avoir des facilités. Et c'est vrai que j'ai pas échappé à ça. J'ai pas échappé non plus au rêve américain dans le sens où quand j'étais tout petit, il y avait ma mère m'avait offert un disque Titi Grominet aux États-Unis. J'étais bercé par ça en fait. Voilà, on a été bercé notre génération par les États-Unis. Et c'est vrai que y être allé, c'est quand même une terre incroyable avec un esprit de liberté comme on ressent rarement ailleurs. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a une énergie directe là-bas. Donc voilà, bon, tout ça fait que j'avais la tête avec la langue anglaise et que je lisais des magazines en anglais, je fais mes lectures spirituelles en anglais. L'anglais, c'est une langue qui me touche, donc parce que j'aime la simplicité de paroles. On va Oui. dire des choses très très simples, mais c'est beau. Alors Oui. on va dire la même chose en français, ça tombe à plat. Donc il faut beaucoup plus d'intellectualisme en français pour dire des choses simples et les rendre belles. Et voilà, la langue anglaise, elle est directe, elle est énergique. C'est ça que j'aime. D'accord. Et tu as parlé un peu de ton enfance, justement, si on y revient, Oui. de ta place, on va dire, que ce soit avec tes parents. Comment c'était? Parce que naturellement, tu n'es pas de ma génération. Oui. Tu es né quand, toi, France? Je suis né en 72. Ouais, en 72. Donc, tu as connu Oui, également oui, une autre enfance. Donc, oui. comment c'était pour toi, justement? Comment tu l'as vécu, en tout cas? Mon enfance?
Ouais, avec ta place soit dans ta famille et ta place également dans la société. Comment ça s'est passé pour toi en tant qu'artiste? Ah, comment dire, c'est toujours compliqué. Il y a toujours la relation qu'on a avec l'enfant, et cette relation qui nous accompagne toute la vie. Ça, c'est quand même une réflexion en aparté. Hein. Ouais. La relation avec l'enfant qui ne nous quitte pas jusqu'à notre dernier souffle, c'est quand même incroyable, quoi. Que cette période de vie, en fait, nous accompagne tout au long de nos décennies et qu'on la redécoupe de manière différente et qu'en fait, suivant la manière dont on le traite et suivant ce qu'on a vécu aussi, hein, parce qu'on n'est pas égaux là aussi, Ouais. on a un parcours de vie plus ou moins différent. Moi, gamin, en fait, j'ai eu la chance de naître dans une famille où on n'avait pas de problème financier. Donc, ce qui veut D'accord. dire qu'en fait, mon père, il se débrouillait bien, il avait une bonne paye. Hein. Donc, on allait en vacances au ski, alors que j'avais des copains qui jamais auraient pu se payer ça. Ils se payaient ça une journée, et puis voilà. Nous, on allait au ski, voilà, tout simplement, et on se pose Ouais. pas de questions. Mon père, mon père adorait ça et moi aussi. Donc, financièrement, ça allait. Après, il n'était jamais là, puisqu'il travaillait forcément pour avoir cette aisance. Et Ouais. c'est ce que j'ai retenu de mon enfance aussi. Bon, j'étais super libre parce que ma mère était pas sur mon dos, donc en fait, j'étais comme je suis un rêveur. Bah, je sortais dans le jardin. On avait un grand jardin, donc je faisais ma vie. J'avais ma cabane, j'avais mes copains, et en fait, il y avait une certaine insouciance qui accompagnait l'enfance, une insouciance de on allait l'été c'était la baraka. On partait dans les champs à côté et puis on revenait à la nuit tombée oui, à la nuit tombée. Donc on Ouais. partait et on avait de vraies aventures. Pour un enfant, c'est une vraie aventure. On vivait un autre paradigme. Il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas de portable, il y avait aucune attache quand on partait. Je me faisais, combien de fois je me suis fait engueuler, quoi. C'était la guerre à la maison. Moi, je partais, je partais, puis je revenais 4-5 heures après, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est où c'est que t'étais, quoi. Eh ben, la vie, quoi. La vie. J'ai croisé une Voilà. hirondelle qui m'a montré le nord. Je suis allé explorer un peu. Voilà. Je pense que c'est ça la vie, quoi. Nous, on a vraiment vécu, notre génération, une époque d'insouciance où on n'était pas attaché à un device constamment Ouais. et où on oubliait tout. On avait une déconnexion totale. Et puis le rêve pour nous, c'était la lecture. Parce qu'en fait, la chance que j'avais, c'est que mes parents avaient vu avaient déjà spoté quelque chose chez moi sur lequel je viens de remettre la main dessus. C'est que j'ai des D'accord. problèmes de concentration. Ok. Et il y avait la télé à la maison quand j'étais tout petit. Ils se sont aperçus que j'étais vraiment, mais complètement omnibulé par la télé. Donc, ils se sont débarrassés de la télé. Et D'accord. donc, j'ai vécu à la maison sans télé. Ça a sauvé mon enfance. Ok. Ça a sauvé mon enfance parce qu'il y avait soit la lecture, soit la télé. Bon, quand j'allais chez les voisins, mais c'était une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure ou 2 heures chez eux, et puis je revenais. Mais en fait, à la maison, il n'y avait rien, quoi. Donc, c'était soit les jeux manuels, donc les Lego, les choses comme ça, soit les Ouais. livres. Point. D'accord. Ça m'a permis effectivement de connecter avec ma créativité, d'être constamment. Il y avait l'atelier de mon père aussi qui était bricoleur, donc la perceuse, les outils, le marteau, les clous, tous ces trucs qui sont manuels. Et j'ai vécu dans cette ambiance-là très manuelle. Et ça m'a donné les possibilités d'être créatif aussi peut-être. Mais peut-être que je l'étais au fond de moi, très certainement aussi. Ouais. Voilà, bon, t'en sais beaucoup, hein, là. Non, mais écoute,
Et c'est chouette justement de découvrir l'enfance d'un artiste et de le revivre, parce qu'au fond, c'est ça, on est des êtres d'émotion, donc c'est les émotions qui nous intéressent aussi dans ce processus, parce qu'on sait également que c'est là que naissent les chansons. Et peut-être que Oui. justement, on peut rebondir là-dedans, on peut rebondir sur ton... On a vu un peu comment tu avais commencé également dans la musique. Il y a cette place de la famille également. Il y a tellement de choses, j'aimerais échanger avec toi, parce qu'il y a tellement de sujets intéressants là-dedans et des choses en commun qu'on a également. Mais peut-être si on va plutôt dans les mains dans le cambouis, quand tu l'as dit, les mains dans le moteur, si on parle processus de création et comment, ouais, on sait que c'est différent pour tout le monde, on sait qu'il n'y a pas de recette magique, mais qu'est-ce qui marche pour toi? Où est-ce que tu trouves ton inspiration et comment tu crées ton cadre? Vu que justement, tu as à la fois ce côté, comme ta mère, où ils avaient noté que tu avais un manque de concentration, qui est souvent le cas chez les artistes. On est un peu tête en l'air, tu vois. Donc, il y a ce côté, on va dire, OK, je suis là-haut, je suis connecté à quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi. Comment je fais pour que cette chose là-haut, je l'honore, et en même temps, je l'incarne, en même temps, à la fin, c'est quelque chose qui soit digeste pour les gens de la planète, quoi, tu vois. Donc, quel est, toi, ton processus, justement, et dans ce processus de création, comment tu l'incarnes, comment tu t'y prends et qu'est-ce qui te donne le plus de fun, en fait, là-dedans? Alors, toujours, en fait, ce qui m'a toujours attiré à travers la musique, c'est la mélodie et la musicalité plus que la virtuosité. D'accord. Donc déjà, faut partir faut partir d'un cadre. Moi, c'est un cadre dans lequel je me retrouve. Donc, quand je travaille mon instrument, tout simplement, et je travaille les idées, en fait. Voilà. C'est un petit peu, c'est comme j'essaie de trouver des cadences, des séries d'accords qui vont bien ensemble. Ouais. Et en fait, c'est possible de le faire à travers tout type d'instrument ou de sonorité, à travers l'imagination aussi. C'est-à-dire qu'en fait, je peux le travailler sur un instrument, mais des fois, il m'arrive d'avoir l'idée premièrement dans mon esprit, et puis après d'essayer de le retranscrire sur un instrument. Ouais. Alors, je t'avoue que c'est la partie la plus frustrante de ma vie. C'est que comme j'ai pas de bagage technique énorme, très souvent, j'ai piétiné pour arriver à retrouver ce que j'avais dans mon esprit et le retranscrire. Donc ça, c'est la partie la plus difficile, c'est de retranscrire ce qu'il y a dans l'esprit. Après, quand on travaille l'instrument, on travaille des idées, des rythmes, et puis quand j'ai une idée qui commence à être bien, ou qui me motive, on va dire. Ouais. J'attends que la motivation vienne. Parce que D'accord. jouer, j'ai souvent, je sais pas pourquoi, mais j'ai souvent à l'esprit une partie du live de Paul McCartney. Alors, je sais plus c'est lequel c'est US Tour, mais il y en a deux, en fait, qui s'enchaînent. Ouais. C'est Back in the US ou l'autre, je m'en souviens plus. Je pense que c'est un live qui est sorti début 2000. Et en fait, sur un des lives, il chante une chanson en sol, ré, un truc un petit peu bateau, où il parle d'un camion, et puis au bout de 30 secondes ou 15 secondes, il se met à rire, il fait non, je vais pas vous jouer un truc comme ça. D'un air de dire, non, c'est pas possible, je peux pas vous jouer une daube de chanson comme ça, quoi. Non, c'est juste pour rire. Et en fait, j'ai ça qui m'est toujours resté à l'esprit en me disant, tu vois, tu es en train d'écrire, tu es en train de jouer au studio avec soit ta guitare, soit qu'importe l'instrument que tu as, et puis tu trouves une série d'accords, et puis c'est vraiment bateau, et tu te dis non, c'est pas possible, je peux rien faire avec ça. Mais c'est marrant parce qu'en fait, c'est un petit peu le presse citron, c'est-à-dire qu'il vaut mieux le jouer et s'en débarrasser, ne plus l'avoir dans les pattes, dans le cerveau.
Et puis après, continuer à travailler. Donc voilà, il faut, autant pour les textes que pour la musique, il faut faire le presse citron, c'est-à-dire il faut travailler. Combien d'heures de jeu il y a pour une chanson? Oui, Ça, oui, ça peut être ça peut être des centaines d'heures, c'est pas grave. Si la chanson est un hit international, franchement, il peut y avoir des milliers d'heures, hein. Franchement, c'est pas un problème, hein. Je pense que c'est ça qu'on on tutoie plus aujourd'hui. On a du mal avec ça. Euh, le mérite du travail. Énormément de titres qui nous ont bercés et qui sont devenus des hits ont été travaillés sur des heures et des heures et des heures et des heures. Parce que, en fait, des fois, c'est ce qu'il faut. Mais je ne dis pas que c'est absolu, hein. Il y a des oui, titres que j'ai écrits mon titre Gone Gone Gone, je l'ai écrit en 3 heures, hein, tout compris. ouais. Et il fait partie des titres que les gens préfèrent dans mon répertoire. En tout cas, c'est un des titres qu'on me demande régulièrement. Et en fait, je dis pas que c'est absolu, hein, mais c'est vrai que si on a quelque chose et qu'on sait qu'on tient une bonne chanson et puis qu'on doit continuer à le travailler, il faut le faire. Voilà. Il ne faut pas se Oui, c'est ça. contenter de. Donc voilà, le processus, il est là. C'est trouver une série d'accords qui matchent bien ensemble. Et puis, ça m'arrive très souvent, à partir d'un premier jet, d'être vraiment emballé et de travailler, et de travailler, de retravailler. Et souvent, en fait, j'incorpore dans la composition toutes les erreurs heureuses que je trouve. C'est-à-dire qu'à Oui, force de la jouer, je fais des erreurs parce que voilà, encore une fois, à cause de mon problème de concentration. Donc, je peux me tromper, je peux décaler un accord, je peux me tromper dans la position de ma main. Et des fois, tu trouves des choses bien heureuses. Ou alors, tu essayes d'autres accords, d'autres formes juste à côté. Tu intercales un accord, tu essaies autre chose. Et tu dis, ah, mais c'est top ça. Et donc voilà, la chanson prend forme, elle prend du corps, elle prend vie à travers cette sorte de travail et d'errance et de laisser aller. oui. Et puis après, il y a des choix. Il y a des choix à faire, hein. Et ces choix, en fait, il y a que moi qui les fais. Exactement. Je suis le seul à décider si ça me va ou si ça me va pas. Et finalement, ça devient ma patte. Ça devient Franz Robert White. Ça devient mon style d'écriture, hein. Yes. T'as parlé, enfin, on a parlé de ce côté processus de création, tu vois, mais également pour faire ce processus de création, on a besoin de, je dirais, d'un élan de création, comme un élan d'inspiration, quelque chose qui te dit ah tiens là je me sens inspiré de faire. Et autant il y a des personnes, je sais pas, peut-être des grands artistes, et je pense que c'est peut-être pas le challenge, c'est peut-être juste quelque chose de naturel, mais en tout cas pour toi, comment est-ce que tu surfes sur ta vague d'inspiration, si j'ose dire? Alors, la vague d'inspiration, en fait, elle est justement, je pense que je suis en train de mettre en place déjà dans l'esprit un projet de masterclass pour ça. Ouais. Euh, je pense que j'ai lu récemment dans le réseau dans lequel je suis là sur Toulouse des musiciens qui disent que ça fait déjà, pour certains, ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas renoué avec l'inspiration et que l'inspiration, ça vient, ça va, et puis voilà. Je pense qu'il y a une grosse, il y a une confusion en fait. Il y a une confusion avec le talent inné qui fait qu'en fait, on a quand même quelque chose, on est ce que certains appellent gifted, on a vraiment ce don-là. Moi, je pense que j'en fais partie. C'est le don d'écrire des mélodies, c'est-à-dire d'avoir toujours une mélodie en tête ou quelque chose et d'avoir envie d'écrire et puis que ça sorte, hein, voilà. Ouais, ouais. Mais c'est pas parce que tu l'as que tu ne peux pas être en manque d'inspiration. Oui. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut travailler et il faut mettre en place un terreau, un fertilisant qui permet de renouveler son inspiration. Hmm.
Et ce fertilisant, en fait, c'est la lecture, hein. C'est l'ouverture d'esprit, c'est la gratitude, l'émerveillement, c'est aussi l'empathie. Toutes ces dispositions d'esprit qui font que tu es ouvert à ce qui se passe autour de toi Ouais. et qui te permettent de continuer à écouter l'autre et à être toujours émerveillé de ce qui se passe autour de soi, ou alors d'être indigné, parce qu'il n'y a pas que l'émerveillement, il y a l'indignation. Et l'indignation n'est pas toujours néfaste. Au contraire, la colère, hein, elle est saine quand elle est portée avec dignité. Oui. Et donc, en fait, le questionnement, tout ça doit permettre de continuer à se placer toujours avec humilité dans le sens d'apprentissage et de relais. Donc, cette partie de l'écriture, en fait, cette partie qui touche à l'inspiration, elle va faire un cercle vertueux. Mais ça s'entretient. Ça veut dire que tous les jours, il faut travailler. Alors, soit ça va être, donc l'inspiration, elle peut venir par l'instrument lui-même, donc le travail sur l'instrument, régulier, la technique, apprendre des nouvelles choses. Donc, apprendre des nouvelles techniques. Quand tu écoutes les interviews de George Harrison, c'est très intéressant. Day Tripper, par exemple, il revenait de cours. McCartney avait un titre qu'il avait composé. Et il dit, j'ai appris quelque chose de nouveau, là, une nouvelle gamme. Et il l'a essayé, il l'a mis en pratique de suite sur le titre. Ça fait partie de l'inspiration, hein. Ça fait partie du travail de fond, Ouais. de mise en forme d'un titre, hein. Ben, c'est la connaissance. Voilà, la connaissance. Continuer à aller chercher du nouveau, continuellement. Être curieux. Yes. Ça, je pense que c'est vraiment important. Ok. Donc, il faut aller tutoyer ces différentes possibilités dans notre vie, c'est-à-dire la lecture, le voyage. Si on ne peut pas voyager, la lecture était très très bien. Il faut aller cultiver aussi l'intérêt pour autrui, c'est-à-dire ce que les autres vivent, hein. Il y a énormément d'anecdotes dans la vie des autres, hein. Puisque en fait, chaque personne a son propre univers. Moi, je suis toujours fasciné de rencontrer des personnes nouvelles, hein, d'aller à la rencontre. On ne rencontre pas toujours des gens fascinants, mais quand on en rencontre, waouh! Bon, alors là, jackpot, jackpot, Ouais. c'est cool. Ouais. Et justement, sur ces rencontres-là, parce que ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que ce que je ressens également pour moi, c'est que c'est un travail presque, il faudrait plusieurs vies pour l'achever, tu vois. Que ce soit le travail d'inspiration, que ce soit le travail de création, que ce soit le travail de réinvention. Même pas si, je pense pas que ce soit le mot travail qui soit le plus adapté, mais le côté, tu vois, d'honorer en fait. Mais en même temps, il y a une danse qui est assez vertigineuse entre ces différents aspects qui demande, comme tu l'as dit aussi, un terreau qui soit sain, un terreau Alors, dans lequel oui. tu t'autorises, tu vois, tu peux t'autoriser à être. Je suis d'accord avec toi, et le terreau, il y a plusieurs, on n'en parle pas assez souvent, hein. Mais un des terreaux les plus importants, c'est une hygiène de vie stable. Parce qu'il y a toujours cette histoire le mythe de la vie rock'n'roll. Ouais. Il ne faut pas oublier que une vie une personne qui n'a pas une hygiène de vie va très rapidement avoir des manquements hormonaux. Je n'utilise pas les bons mots, hein, je suis désolé. Mais en fait,
il va y avoir une décadence obligatoire avec le temps qui va entraîner beaucoup de problèmes. Et ces problèmes, en fait, ils peuvent être conflictuels avec les gens autour. Ça peut être des conflits permanents avec nos proches. Ça peut être une instabilité d'humeur. Ça peut être beaucoup de choses qui font qu'en fait, ça va être plutôt des barrières à notre talent qu'autre chose. Donc, il y a un moment où, quand on a un talent, il faut savoir l'entretenir et la santé en fait partie. On est obligé d'être bien dans sa tête pour avancer. Tu l'as vécu, toi, ça, justement, ou pas? Oui, j'ai vécu, en fait, j'ai vécu des périodes de vie où j'ai été malade, où c'était impossible d'avancer. Et quand tu m'as rencontré, j'étais dans une période où je sortais d'une pré-maladie de Crohn ou quelque chose comme ça, de très, très difficile. Et l'intestin et le deuxième cerveau, souvent, il y a plus de neurones dans les intestins que dans le cerveau. Et c'est vrai que c'est une période de vie très difficile quand les intestins sont abîmés. Donc, il faut du temps pour remettre tout ça en place. Et tout devient flou. Et c'est vrai que l'hygiène de vie, moi, je dirais que c'est vraiment très important. Ça fait vraiment beaucoup. Ça ne veut pas dire que ça fait tout, hein. Attention, hein. Je dis ça Oui, oui. aide. Voilà. Ça aide. Voilà. Il y a ça. Mais quand tu dis, attends, juste Donc, quand tu dis maladie de Crohn, quand tu dis problème d'intestin, parce que je vois beaucoup d'artistes, et pas le premier également, euh, avec lesquels on a ces problèmes en commun, je dirais. ouais. Ce côté ventre, ce côté Émotionnel, ouais. émotionnel, ça entrave la digestion, certains aliments qu'on peut plus, en tout cas que ça a un Digérer, ouais. impact, ouais, ça a un impact sur notre humeur, sur notre bien-être intérieur. Toi, c'est quelque chose que tu as pu identifier la cause, c'est quelque chose quand tu étais Oui, jeune, que tu as abusé, oui, c'était quoi concrètement? totalement. Totalement. J'ai fait une psychothérapie. Et en fait, c'est une histoire de famille, hein. Donc, en fait, je ne suis pas allé au très fond de l'histoire de famille, mais je sais ce qui a déclenché. Et j'ai pu toucher du doigt, en fait, d'où venait le problème. D'accord. Donc, bon, après, quand tu as une dégradation de l'intestin, il faut des années, des décennies pour le réparer totalement. Mais on peut le réparer, contrairement à d'autres organes comme le cœur, les poumons, le cerveau. Donc voilà, si tu prends des substances euh, qui vont abîmer ces organes, bien, il y a des chances pour que tu meurs très jeune, hein. Combien d'artistes sont morts à 50 ans ou parce qu'ils prenaient de la cocaïne pendant des années. Bon, voilà. Je veux dire, il faut s'attendre à avoir une vie en conséquence, en conséquence de nos consommations. Oui, Faut oui, être oui. clair avec ça. Voilà. Je veux dire, après, si une personne est claire avec ça et puis que ça lui va bien, moi, c'est sa vie, hein. Bien Mais sûr. je pense qu'on est de nombreux peut-être aussi à avoir ces problèmes intestinaux parce que c'est lié à l'émotion. Alors peut-être, hein, je sais pas. Voilà, j'ai pas creusé au-delà de ma propre personne. Donc toi, peut-être que tu as rencontré énormément d'artistes qui ont ce problème-là. Qui ont, oui, qui ont, en tout cas, qui ont je dirais, on va dire, un patrimoine qui, dans l'enfance, l'émotion n'était pas comprise, donc on a essayé de l'éteindre, en fait. On a essayé de la faire taire du fait d'une incompréhension extérieure, tu vois. La faire taire, ça peut être justement tu ravales ta colère, mais tu crées des Oui. bombes émotionnelles en bas du ventre, tu vois. Ça peut être la faire taire en mangeant 3 plats de pâtes parce que tu sens qu'après, à la fin du troisième plat de pâtes, ben, tu sens plus rien, tu vois. Donc Ok, chacun, on ouais. va dire, chacun a développé son comportement un peu auto-saboteur, mais qui, à la base, est juste une incompréhension extérieure. C'est-à-dire que les personnes qui nous entourent, que ce soit nos proches, que ce soit l'environnement, ne comprend pas l'émotion de l'enfant, ne comprend pas son langage. Tout à fait, ouais. Mm. Et donc, il y a plutôt une notion de répression, en fait, de réprimer l'émotion plutôt que
la laisser vivre, de la laisser sortir, de la laisser s'exprimer. Mais effectivement, après, on parle d'hypersensibilité, tu vois, aussi ici. Et pour moi, c'était un peu ça aussi. Moi, tout était plus. Donc, moi, mon saboteur préféré, c'était le gluten. Donc, je prenais des plats de pâtes à la pelle, tu vois. Et ce qui m'a fait du mal pendant longtemps après, j'ai mis du mal à m'en remettre. Et oui. Mais le côté, le côté plus, tu sais, le côté où, genre, tu prends, que ce soit de l'alcool, que ce soit un produit, Tout à fait. ben, il y a comme quelque chose qui va très vite je dirais pas l'extrême, mais qui t'emmène très vite de l'autre côté, tu vois. C'est marrant que tu me parles de ça et qu'on en parle aujourd'hui parce que justement, je suis en pleine promotion de mon titre de World Piano Ouais, depuis le 27 août. Et en fait, The World Piano, il aborde exactement ce thème. En fait, en tout cas, j'ai choisi cet angle d'attaque pour le titre parce que pour faire brièvement un retour sur cette histoire, j'ai rencontré un musicien qui me dit, tiens, mon piano, là, il y a 8 exemplaires au monde. Ce piano, il a vraiment une histoire particulière. Pendant la Première Guerre mondiale, c'est des gens qui habitaient à Paris. Ils avaient emmuré leur piano pour ne pas qu'il soit changé en culot d'obus. J'ai fait, ah ouais, mais c'est incroyable cette d'accord. histoire. Donc, j'avais commencé déjà des textes sur la chanson, j'étais en studio et j'ai décidé d'écrire une chanson sur ce thème de World Piano. Et en fait, après avoir discuté avec ma coach Tony Child, qui est une chanteuse américaine, on a discuté, elle m'a dit reste sur le côté développement personnel, c'est vraiment très bien. Ne pars pas trop sur la guerre, ne pars. Alors j'ai essayé quand même parce qu'il fallait que l'histoire soit cohérente. Mais en fait, l'image que je veux donner à cette chanson, c'est que le mur, en fait, qui a servi à protéger le piano, si personne ne l'avait démonté, en fait, ça l'aurait tué au piano. C'est-à-dire qu'il ne sert plus à rien. Et c'est tous les mécanismes qu'on développe dans l'enfance qui sont des mécanismes finalement destructeurs Ouais, et qu'il faut arriver à dépasser. C'est-à-dire que ce mur qui nous a permis de nous protéger, en fait, il avait un but précis à un moment donné. Et ouais. il faut arriver à l'identifier et à le dézinguer après. Parce que plus tard, adulte, il va nous tuer. Oui, oui, oui. Et en fait, souvent, c'est ce travail-là de fond qu'on doit faire. Et on a la chance, nous, parce qu'on a beaucoup d'introspection, parce que notre travail nous demande d'introspection, de pouvoir aller jusqu'au bout. En tout cas, on devrait. Parce que tout le monde n'y arrive pas et des fois, la maladie est plus forte et nous emporte. Mais ça, c'est notre nature humaine. On est puissant et en même temps, on est faible. Ouais, Et en fait, on doit respecter cette condition de l'enfant, aller tutoyer cet enfant, aller essayer de comprendre où est cet enfant au fond de nous, qu'est-ce qu'il en est, toujours le voir avec beaucoup de bienveillance, cet enfant. oui, oui, Je oui. pense qu'on a vraiment besoin de connecter. Si on a vraiment ce problème de connexion avec l'enfant et de dégoût pour l'enfant qu'on a été, il faut vraiment travailler sur ça. Je pense que, je pense que c'est une des clés de notre existence, hein. C'est être en paix avec l'enfant qu'on a été. Oui, Euh, et savoir l'aimer, euh, avoir beaucoup de bienveillance pour cet enfant. Alors, voilà, je dis ça parce que je sais que certains ont cette difficulté-là et que c'est un travail parce qu'on n'est pas égaux et qu'on n'a pas vécu les mêmes choses les uns et les autres, hein. eh oui. Et malheureusement. Donc, ce que je souhaite, hein, ceux qui m'écoutent aujourd'hui au travers de ce podcast, c'est que vous puissiez reconnecter avec cet enfant intérieur, avec cet enfant que vous avez été, reconnecter avec cette partie de vie qui est tellement importante. C'est un guideline. C'est vraiment quelque chose qui doit guider notre vie. À partir du Mm. moment où on est à nouveau en paix avec l'enfant, on peut avancer. C'est Ouais, vraiment beaucoup plus simple d'avancer dans la vie. Parce que ça ne veut pas dire qu'on est en paix, je veux dire en paix. Si on doit être en paix avec le reste, hein, ça veut dire on va pas
on a besoin d'être en paix avec ce passé, même si on est conscient de la difficulté qu'on a vécue quand on était enfant. La conscience, on ne l'enlèvera jamais. Et il faut être conscient, il faut être même peut-être très, très pointu sur notre conscience du mal qui a été perpétré par nos parents, par nos proches, mais être bienveillant et savoir entourer d'amour cet enfant qui en a manqué et cet adulte forcément qui en manque aujourd'hui. Parce qu'en fait, voilà, c'est ça, la relation, c'est si on est en paix avec l'enfant, on est en paix avec l'adulte que nous sommes devenus. Et c'est, je pense, essentiel Oui, pour avancer. oui, oui, oui. Je te rejoins complètement là-dedans. J'aime je le répète souvent d'ailleurs, c'est en prenant soin de notre cœur qu'on prend soin de l'humanité, mais en prenant soin de notre enfant intérieur, je de nos enfants intérieurs, ben, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir. Mais en même temps, tu sais, il y a souvent ce blocage dans le fait que on peut les appeler des oppresseurs, on peut les appeler, tu vois, il y a, quand on est artiste, peut vivre beaucoup d'injustices, on peut vivre beaucoup de choses qui sont où on se sent justement un peu rejeté, on se sent en décalage avec le quotidien, que ce qu'on soit également hypersensible. Certains développent leur hypersensibilité et peut-être qu'ils sont pas artistes, tu vois, mais ils ont cette sensibilité-là qui est présente en eux. Oui. Et parfois, c'est un peu genre, c'est parfois dur, tu vois, de ne pas pointer du doigt, en fait. De ne pas dire, ouais, mais non, tu sais pas ce qui m'est arrivé. C'est la faute des banques, c'est la faute de ce gars-là qui m'a pas aidé, c'est la faute de, tu vois, il y a quand même inconsciemment ce désir de vouloir pointer quelque part du doigt et de dire c'est la faute quelque part de ma mère, de mon père, c'est la faute de mon environnement, c'est la faute du système. Tu vois, là en ce moment, on pourrait dire c'est la faute des vaccins, c'est la faute on ne peut pas jouer, on est des musiciens, on ne peut pas aller sur scène. Donc il y a quand même ce désir de se déresponsabiliser, tu vois. Oui, Est-ce que oui. toi, tu as vécu ce genre d'expérience dans ta vie, à savoir te dire, OK, je me déresponsabilise, qu'est-ce que ça t'a coûté? Et à l'opposé, des moments où tu t'es dit, non, ça, basta, stop, je prends ma responsabilité, je fais mon job. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, justement? Alors, jusqu'à ce que je découvre Martin Gray, je peux dire que j'étais dans une sorte de pseudo phase adulte. J'ai commencé à lire Au nom de tous les miens et ça m'a fait un choc dans ma vie. Tu as dit le bouquin? Au nom de tous les miens, Au nom de tous les miens, d'accord. de Martin Gray, OK. qui décrit en fait son enfance pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors lui était un phénomène incroyable. Il a écrit son livre avec Max Gallo. OK. Puis, comme j'ai découvert Martin Gray, je me suis intéressé à ce qu'il était. Bon, ben, déjà, à travers le livre, on comprend c'était un homme phénoménal, avec beaucoup de résurgence dans la vie, alors qu'il a vécu tellement de choses terribles. Il a vu son père se faire tuer devant ses yeux par les Allemands dans le ghetto de Varsovie, avec d'autres résistants. Il a amené ses frères et ses deux petits frères à Auschwitz en train, sachant ce qui allait leur arriver 30 minutes après leur arrivée. Il avait une chose incroyable, ce type. Il s'est évadé chaque fois, et ça aussi, c'est un truc incroyable en soi. Mais il a écrit un livre qui s'appelle Vivre debout. Et dans ce livre, il dit quelque chose de vraiment très, très intéressant. On ne peut pas avancer avec un boulet au pied. Et la rancune, la colère mal placée est un boulet au pied. Ouais. Tu ne peux pas avancer si tu ne sais pas pardonner aux gens qui t'ont fait du mal. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Et c'est Martin Gray qui le dit. Attention. Je veux dire, ça prend tout son sens quand ça vient d'une personne comme ça. Ouais. Tu ne peux pas avancer avec ces sentiments. C'est pas possible. À partir du moment où j'ai vu ça et j'ai compris qu'en fait, il avait totalement raison, j'ai décidé que je n'avais plus de temps et d'énergie à consacrer à ce genre de choses. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé
parce que on a de l'énergie à consacrer pour les belles choses dans la vie ou les choses essentielles. Oui. Et est-ce que la colère, est-ce que le ressentiment, est-ce que se dire, par exemple, oui, mais c'est sa faute, à cause de lui, je n'avance pas. Mais en fait, on est en train de perdre du temps là. Parce Ouais. qu'en fait, on est en train de parler de quelque chose qui ne nous permet pas de créer. On est juste en train de s'apitoyer. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Critiquer les gens, c'est une perte d'énergie. C'est une fuite. Hein. Donc même si nos parents nous ont fait du mal, eh ben, il y a des moyens, en fait. Alors là, on sort du cadre de la musique, hein, mais il y a des moyens. Jacques Salomé est un des exemples fantastiques de restitution. Il a mis en place des moyens de restitution qui sont simples et efficaces. Hein. Il faut aller lire les livres de Jacques Salomé. Jacques Salomé, c'est quand même comment dire, il a développé des techniques, c'est l'amour en fait. Tout est une restitution par l'amour. Une restitution, en fait, ça veut dire qu'il faut prendre quand même acte de ce qui s'est passé et avoir le courage d'aller voir la personne ou de lui écrire pour lui dire voilà, tu m'as fait du mal, je te restitue ton mal. Voilà. Et il y a une méthodologie que Jacques Salomé utilise qui est superbe. Et ça peut permettre d'avancer. Si on a vraiment des problèmes pour avancer dans la vie et qu'on n'arrive pas à mettre en place des projets, ça, moi, je peux dire que ça marche de manière efficace. C'est savoir se débarrasser de ses poids pour se consacrer au quotidien de ce qui est important. Parce que, voilà, pourquoi c'est important? Parce qu'on vit dans une société qui est de plus en plus structurée et qui est de plus en plus compliquée parce qu'on est nombreux, mais aussi en raison de la construction sociétale. Voilà. Je cherchais le mot. Notre construction sociétale est compliquée, elle est complexe, hein, et elle demande qu'on soit à 100% actif, conscient et disposé à y faire face. Donc, si on a tout ça derrière, ben, on ne peut pas avancer. Moi, ça m'a pourri. Tu vas dire, quand même, Franz, tu as 48 ans aujourd'hui, tu as mis autant d'années pour arriver là où tu en es professionnellement. Enfin, moi, j'estime que j'en ai mis autant d'années. C'est parce que j'avais tous ces poids à me débarrasser à travers les années et que j'arrivais pas, je n'ai pas contacté tout ça de manière immédiate. Et il faut des années pour traverser tout ça. Alors, certaines personnes ont certains problèmes que nous avons traversés, toi et moi, physiques, émotionnels, et sont arrivés plus rapidement à des réussites. Bon, ben, chacun, je pense, a une vie différente et a un processus et a un cheminement personnel. Et si aujourd'hui, en fait, notre discussion peut aider quelqu'un, même une seule personne, mais tant mieux. Tu vois, si ça permet de trouver des solutions, de mettre en place des outils. Mais c'est évident que de toute façon, pour progresser et pour arriver à des objectifs, il faut mettre des outils en place au quotidien. Oui. Et justement, avec la situation qu'on vit en ce moment et avec tout ce qui se passe, on va dire, cette complexité, moi, je t'ai croisé, ce qui m'avait impressionné à l'époque, déjà, j'étais en Suisse à l'époque, et toi, tu venais du sud-ouest, et c'est un ami à moi, Arthur, qui me disait Max, c'est ce musicien-là qui est vraiment super, qui vient jouer en Suisse, il lui manque un guitariste. J'avais énormément de joie et de bonheur à décortiquer tes titres, parce que j'avais vraiment aimé la façon dont tu écoutais. À l'époque, c'était de French House, hein, je crois. Tout à fait, ouais. Allez l'écouter sur Spotify, parce qu'il est, pour moi, c'est une œuvre à part entière. Et ouais, on s'était rencontrés là-bas. Et j'ai dit quand même, cet artiste, il vient du sud-ouest de la France. Il arrive à trouver des dates. Tu venais avec ton fils. Je me souviens dans la voiture, j'ai cette image de toi dans la voiture qui arrive avec ton fils. Tout à ton image aussi, mais tout avec son style à lui. Et vous arrivez là et on commence à mettre en place la scène, les instruments.
dans cette humilité, puis voilà, cette chaleur de famille aussi, quoi, qui était là présente. Et dans ces mouvements-là de la vie, on a parlé du démarchage, mais comment justement, avant le Covid, sans parler du Covid pour l'instant, mais avant ça, comment c'est quoi ton job pour justement le démarcher et aller trouver des dates jusqu'en Suisse? Parce qu'on sait que voilà, tu as le statut d'intermittent. En France, ça demande certaines dates. Je ne sais pas combien, c'est toi qui vas nous le dire, mais donc ça demande de bosser, je veux dire. C'est pas un travail tu vois, de feignant dans ce sens-là. Donc comment toi, ta façon d'œuvrer activement là-dedans pour promouvoir ta musique, voilà, quel était ton rythme et comment tu t'y prenais justement? Qu'est-ce qui marchait bien pour toi? Alors, j'ai jamais été à l'aise avec ça, je t'avoue. C'est vraiment mon point que je considère comme le point le plus faible, que je suis en train de travailler actuellement. C'est autant la promotion que la diffusion. En fait, il faut entretenir le réseau. Le réseau est tellement indispensable. On ne joue pas sans réseau. Le plus dur, en fait, c'est c'est de pouvoir s'adosser à un réseau. Dans ma configuration musicale, mon réseau il est quasi inexistant en Europe, ou alors il faut monter dans le nord de l'Europe. Pourquoi? Parce que comme je fais de la folk, c'est du folk rock, il n'y a pas de festival folk rock, il n'y a pas de réseau de salles folk rock. Je veux dire, on est un petit peu au milieu de la pop, voilà. Donc on a un petit peu le cul entre deux chaises. Donc, ce qui fait qu'en fait, ça demande beaucoup d'opiniâtreté et effectivement, au début, mon épouse, elle a fait un petit peu de démarchage pour moi. Elle s'est cassé le nez. Elle a été totalement découragée. Et je ne suis pas le seul. J'ai un copain américain qui vient d'Alsace. La personne avec qui il vit, pareil, avait fait du démarchage pour lui. Et effectivement, elle a abandonné au bout de 2 ans, bien qu'elle avait du résultat, mais c'était vraiment très complexe. C'est très usant, en fait, de trouver des dates, de démarcher. Je crois que c'est le métier le plus difficile inclus dans nos métiers, tu vois. De trouver des dates, de démarcher, parce qu'il y a la relation humaine, il y a le problème de la relation qu'on a avec soi-même, c'est-à-dire avec notre art. Et c'est ça qu'il faut arriver à dissocier. Et ça, moi, il m'a fallu des années. J'arrive maintenant à une période de ma vie où je suis plus à l'aise avec ça et où je peux aller démarcher. Il y a toujours ce problème de fixer le bon prix. Parce que en fait, nous, ici, en France, on a quand même une aide et en même temps, c'est une aide et en même temps, ça a son côté, son mauvais côté. C'est-à-dire, ici en France, on a 43 dates 43 cachets à trouver par an. Ça fait 507 heures de contrat. Donc, chaque contrat est équivalent à 12 heures. Donc, ils estiment qu'en fait, quand tu vas jouer, tu as ta journée de préparation, ton matériel à charger, ton retour. Bon, voilà. Donc, on t'inclut 12 heures. D'accord. Mais ces 12 heures, en fait, elles ont un cachet minimal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas normalement être payé moins que, c'est grosso modo, c'est 160 euros. Mais en fait c'est 160 euros, moins les charges, parce qu'en France, il y a les charges qui sont 50% du salaire. Donc, en fait, il te reste en net 80 euros quoi, pour une soirée. Au minimal. Hein. Donc, on parle du SMIC. Vraiment, c'est le SMIC. Et après, les jours où tu ne travailles pas, tu reçois une allocation, une aide. Voilà, c'est une aide. On est chez Pôle emploi, donc on est considéré comme des chômeurs. C'est aussi ça qui est vraiment c'est très, très bien fait en France. On te fait bien comprendre que tu es toujours sur la case fragile. Donc, c'est le Pôle emploi qui s'en charge. Et donc, en fait, chaque jour que je ne travaille pas, je reçois une indemnisation pour mon jour non travaillé, qui est équivalent à la moitié d'une journée travaillée, grosso modo, en net. Voilà. D'accord. Donc, on reçoit une 40aine d'euros par jour, ce qui équivaut à un SMIC. Hein. Ouais. Donc, du coup, en fait, il faut se débrouiller pour trouver le nombre de dates à l'année, le contrat, mais en
fait, il n'y a absolument rien qui est donné. C'est-à-dire qu'il faut se faire son réseau, il faut aller démarcher, il faut aller faire, faut faire soi-même les chansons, il faut aller faire soi-même le démarchage. Ou alors, on est vraiment chanceux. Notre musique est populaire, elle plaît. Et là, on a une équipe de travail avec qui travailler, une maison de, comment dire, je vais y Maison arriver, de disque. une maison de production de spectacle avec quelqu'un qui est dédié à chercher des concerts, des festivals pour toi. Bon, voilà, là, dans le meilleur des cas, là, ça veut dire que tu as passé une étape supplémentaire. Ouais. Et ça nécessiterait de faire un plan pour que certaines personnes qui écoutent le podcast, si elles sont intéressées, si elles veulent comprendre comment on fait les étapes progressives de carrière, ce serait bien d'avoir une schématisation. Mais là, il faudrait qu'on structure un peu plus notre discussion pour que, en fait, et que je fasse moi-même tableau et que je suive une trame pour expliquer en fait quelles sont les différentes étapes pour avancer rapidement ou en tout cas à mettre en place pour être professionnel et pour vivre de sa musique. Ouais. Mais ça, on peut en rediscuter si tu veux. Ça, on peut le faire plus tard. Donc on était en train de parler du coup. Trouver des dates, démarchage. Voilà. Faire le job, quoi, le job qui est un peu le moins sexy, le moins excitant, mais qui demande tout autant d'attention et de persévérance, je dirais. Exactement. C'est le cœur du métier parce que en fait, si je n'avais pas ça, c'est pas la vente de mes disques qui me permettrait de vivre. Ouais. Donc il faut en être conscient, surtout qu'aujourd'hui, on a encore un nouveau problème qui arrive et qui vient, qui a été en fait accentué et accéléré de manière drastique au cours de la période de Covid. C'est que la mort du support physique, elle est quasiment là, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui achète de CD parce que plus personne n'a de support ou de lecteur pour lire ce support-là. Les vinyles, en fait, on nous dit que ça prend, mais ça coûte déjà cher. Et en plus de ça, c'est une certaine catégorie de public qui achète les vinyles. Oui. Donc, tu ne peux pas aller, par exemple, au bar du coin et espérer vendre un vinyle. Hein. Faut pas rêver. Hein. Oui. Et que pour les auditeurs, ce qu'ils savent aussi, c'est quand on est musicien, comme moi aussi à l'époque, c'est que vendre des disques, ça nous fait une bonne partie de notre budget à l'année. Ça fait bien, on peut atteindre des 40%. Je ne sais pas combien toi mais si on tourne bien. En fait, c'était. Alors, j'ai toujours fonctionné avec une caisse merch qui incluait les CD. Et en fait, cette caisse, comme je suis un petit peu bordélique au niveau des comptes, cette caisse, en fait, elle servait de refuge pour réimprimer, pour tout le merch, pour le matériel, donc je ne sais pas ce que ça pouvait équivaloir, mais en tout cas, ça me permettait de continuer à enregistrer, à aller en studio et tout ça. Ouais, ok. Aujourd'hui, en fait, cette partie économique, elle est remise en question totalement. Oui. Et c'est ça qu'on vit au sortir du Covid. Non seulement une période où il est difficile de se produire, quoique encore il y a toujours des solutions, hein, où il est difficile de se produire parce que, en raison du pass en France, et je suppose que dans certains cantons de Suisse, c'est le cas aussi. Et en plus de ça, cette difficulté de joindre le porte-monnaie du public et de recevoir son aide pour continuer la production. Donc, on se retrouve effectivement maintenant dans une situation qui va, à mon avis, voir beaucoup de musiciens retourner à la case départ dans une période qu'il ne faut jamais considérer comme une période définitive. C'est-à-dire, on vit vraiment une période transitoire. Et tant que de nouveaux modèles économiques ne sont pas
remis, ou en tout cas ne sont pas pérennes, on ne va pas pouvoir avancer. Je ne sais pas, à la minute où je te parle, je ne sais pas quelle va être la fin de mon année. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je serai toujours musicien professionnel à la fin de l'année, dans le sens où le Pôle emploi nous a donné un rendez-vous au 31 décembre et que je n'ai plus d'indemnisation et que en fait on a eu des années tronquées et que on n'a pas la possibilité d'exercer notre métier. Donc on est un petit peu poussé à la faute et je pense que je ne suis pas le seul actuellement dans ce cas. Bon, je t'avoue que je le vis plutôt sereinement parce que j'essaie de prendre les problèmes un par un et que Ouais. pour le moment, je travaille. Voilà, je travaille, je continue à travailler tous les jours comme si de rien n'était. Je suis sur ma promotion de mon titre de One Piano. Je suis sur un examen de fin d'études. J'ai tous mes objectifs en cours. Et c'est vrai qu'il est important de rester actif dans tous les domaines de l'activité professionnelle, de manière à ne rien laisser de côté. Il faut jamais se dire c'est foutu. Je te donner un exemple. Bon, c'est comment dire, ça vaut ce que ça vaut. Tony Child, qui est ma coach depuis que je l'ai rencontré en 2008, c'est une coach occasionnelle, c'est-à-dire de temps en temps quand j'arrive à la voir, elle prend du temps pour moi et puis elle me donne une demi-heure de son temps pour me dire ce qu'elle pense de la situation, pour m'encourager, pour me dire fais ça, fais ça. Tony Child est une artiste qui a été signée chez AR dans les années 80, qui a travaillé avec l'équipe de Peter Gabriel. Elle a fait un duo avec Peter Gabriel. Elle a été signée chez Geffen. Elle est autoproduite depuis les années 2000. Elle a fait une maladie auto-immune. Elle a fait un gros recul par rapport au showbiz à l'époque. Et puis, elle est revenue dans les années 2000 avec un album qu'elle avait autoproduit. Et depuis, elle est autoproduite. Et dans les années 2000, elle est à Hawaï. Je pense que c'est là. Et elle reçoit une lettre, foreclosure. C'est mise en demeure, en fait. Hein. Okay. Vous avez 30 jours jusqu'à la fin du mois pour payer je crois que c'était $60,000, sinon on vous saisit la maison. Okay. Et là, tu es devant un défi de la vie incroyable. Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, elle est bouddhiste. Elle a décidé de créer des statuettes de Bouddha et de les vendre à son réseau proche en leur expliquant j'ai besoin de temps. Alors, elle a fixé son prix. Hein. Je pense que chaque statuette devait valoir $500 ou un truc comme ça. Et elle a réussi à réunir la somme avant la fin du mois. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, elle est allée contacter son réseau et elle est allée chercher une solution qu'elle a inventée sur le moment pour trouver. Enfin, elle est allée chercher, un moyen de trouver, de solutionner son problème. Et donc, dans chaque situation qu'on vit, notre résurgence devrait être de ne pas baisser les bras, mais de se dire, mais c'est quoi qui me reste comme option et quelles sont mes solutions? Ouais. Voilà. Donc, on est toujours capable, ou on devrait toujours être capable de faire ça, de se dire, mais j'ai quoi comme solution? Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre? Et c'est là où on revient en fait sur l'idée du réseau. Tout à l'heure, tu sais, quand tu me disais comment tu faisais pour venir en Suisse, bon, c'est le réseau. Hein. C'est le réseau, c'est la sympathie que j'avais entretenue avec Jonathan, que tu avais rencontré à ce moment-là, avec qui j'ai continué à travailler après. Oui, mais c'est ça qui est important pour moi, ce que tu dis, c'est que les êtres comme nous, en tout cas, ça a toujours été comme ça pour nous, les artistes. Même tu as parlé de cette fois où tu rentres dans le studio et tu fais écouter 2 chansons au producteur, le gars dit écoute, je veux être ton producteur. Et tu dis j'ai beaucoup de chance. Mais au fond, ce que je ressens, c'est qu'on a
les êtres comme nous, on a un langage qui est différent, mais qui demande effectivement du contact humain pour tresser ces liens, en fait, Mais absolument, pour créer absolument. notre futur, tu vois. Oui, mais en fait, l'être humain, de toute façon, est un être sociétal par excellence. Donc, on a besoin des autres. Et en plus de ça, nous, en tant qu'artistes, on a encore plus besoin des autres. Euh, Comme je te disais en début de conversation, c'est le savoir-faire des autres qui est important pour mettre en valeur ce qu'on sait faire. Ouais, Euh, très, très peu d'artistes sont capables de tout faire. Et même quand tu sais tout faire dans le studio, tu as besoin de personnes pour mettre en valeur le travail que tu sais faire bien dans le studio. Tu vois, encore une exactement. fois, on a toujours besoin de quelqu'un. On Ouais, est, ouais. on est, quand quelqu'un dit je me suis fait tout seul, c'est impossible. Oui, C'est impossible, personne ne s'est fait tout seul. C'est un abus de langage formidable. ouais, ouais. C'est pas possible. On a toujours besoin des autres. Hein. Toujours. Mais Donc, c'est là où est notre force aussi, tu crois pas? eh ben, oui, la force de réunir les bonnes personnes. Ouais, Et et dans cette encore une force-là, fois, ça veut dire qu'il faut s'aligner, tu vois. exactement, exactement. On en vient au point que c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure également, ça réunit un peu, enfin, les différentes pièces du puzzle qu'on a parlé aujourd'hui, mais tu parlais du côté de, on doit avoir un style de vie, tu dois avoir une hygiène de vie qui doit être en alignement, qui te permet de savoir quel est, ok, mon système de guidance interne, comment il fonctionne. Est-ce que c'est un oui, Oui, est-ce que c'est un non, est-ce que je dois attendre, est-ce que je dois passer à l'action, est-ce que j'appelle ce gars, voilà. est-ce que je l'appelle pas, est-ce que ça vient de la peur, ça vient de ma tête, ça vient de mon corps, ça vient de mon cœur, tu vois. Être capable d'avoir cette capacité d'autodiscernement suffisamment affinée, et ça, personne ne peut le faire pour nous. C'est à nous de trouver qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est Totalement. moins bien, Totalement. et de l'améliorer chaque jour de plus en plus. Mais au fond, ce que je ressens également, la bonne nouvelle dans cette situation actuelle, si on prend vraiment la situation comme telle avec les informations qu'on a, c'est que dès qu'on fait un peu preuve d'humanité, c'est-à-dire dès que, OK, on tombe pas dans le piège de l'illusion de se dire, OK, c'est comme ça, on peut pas s'en sortir, c'est fermé, mais je vais quand même pousser les portes et je vais aller au-delà de mes peurs et je vais aller prendre contact avec ces personnes et souvent, moi, c'est comme ça également en tant qu'artiste que j'ai pu trouver les meilleurs contrats, où j'ai pu trouver des contacts exceptionnels ou même un producteur comme toi, un peu à ton image. C'est passé comme ça. Mais par contre, il fallait effectivement. C'est comme si je dirais pas que tu forces, mais tu. Mais c'est même pas le mot insister. Je dirais juste c'est de la persévérance encore. C'est que tu sais que c'est important. C'est comme si tu as quelque chose qui te toque à la porte du cœur, qui dit non, ça c'est important, donc fais-le, même si c'est inconfortable, même si certaines personnes te diraient non, mais tu rigoles, ça marchera pas ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est une persévérance du cœur, mais qui porte toujours ses fruits et qui nous amène également des bonnes personnes, qui nous appellent des bonnes connexions, qui nous amènent quelque chose. Et aujourd'hui, tu es dans une situation comme celle-ci. Je me dis que ce langage du cœur-là, il n'a jamais été autant important. Et le langage des artistes, même encore, tu vois, pas plus tard qu'il y a 2 jours, je prends ma guitare et je vais ici, j'adore, il y a un coin en face de la mer, à Ancona, où je suis en Italie, et je joue ici, tu vois, et je sens que les gens, quand j'honore moi-même ce langage-là, je sens que les gens, ils ont soif de ça. C'est comme si ils se l'autorisent pas, tu vois, mais ils ont soif de cette énergie de l'artiste qui va juste dehors, qui célèbre la vie et qui partage son énergie du cœur, qui rappelle aux gens que, hey, oh, en fait, c'est toujours là. Que tu veux le voir ou que tu veux pas le voir, c'est toujours présent maintenant. C'est-à-dire ce petit bonheur de la vie, tu vois, comme tu disais, l'empathie, la compassion, toute cette petite joie-là, elle est présente. Et ça, toi, aujourd'hui, comment tu le sens justement? Même si tu sais pas à la fin de l'année comment ça sera, mais qu'est-ce que tu sens au fond que ton cœur t'appelle et où est-ce que tu sens que tu aurais vraiment envie d'aller en fait, ou de faire des concerts à domicile? Qu'est-ce que tu sens qui est important maintenant? Oui, dans la période qu'on vit, en fait, ce qui est important, c'est, pour moi, ce qui est vraiment traçant dans mon expérience, c'est la communion avec les gens. Donc, Ouais, c'est effectivement partager des moments fondateurs avec eux, parce que je considère que quand je fais un concert, ça peut être un moment fondateur dans le sens où les gens ont beaucoup de joie, que je partage. J'aime beaucoup les concerts effectivement chez l'habitant. C'est ce que j'essaye de développer là pour la fin de l'année.
Je dis que je ne sais pas si ça va être possible parce que je vois qu'il y a énormément de peur qui a été distillée dans la population et Mm. que les gens, en fait, ne savent pas s'ils doivent accéder même à ce plaisir-là. Ouais. Donc, ça devient compliqué. Même ça devient compliqué, alors que ça ne devrait pas. Hein. Oui. C'était mon plan, mon premier plan. Et voilà, j'ai commencé à projeter un premier événement pour un artiste que j'apprécie et je vois qu'en fait, je n'ai pas de réponse. Donc, ce qui veut dire que les gens sont dans la peur eux-mêmes hein, de ce qui Ouais. peut leur arriver. Mais en fait, l'expérience que j'ai envie de vivre, c'est ça, c'est de continuer à partager avec eux ces chansons que j'écris, c'est même des covers des fois qui sont vraiment dans le bon ton, dans la bonne humeur, dans ce qu'ils ont besoin d'entendre. Donc, ce Mm. qui fait que j'ai vraiment envie d'aller vers les gens. J'ai fait quelques concerts quand même malgré tout ces derniers jours. Et le peu de concerts que j'ai pu faire, les retours que j'ai eus étaient vraiment super. Je vois les gens ont les yeux pétillants. J'ai une personne qui est venue me voir l'autre jour qui m'a dit, ça fait tellement de bien d'entendre la musique live, mais c'est fou, quoi. Ça fait un moment que j'avais pas pu sortir et là, mais quel bonheur de t'entendre chanter. Tes chansons, elles sont incroyables. Et j'ai vraiment pris un moment de plaisir incroyable. Et donc, bon, ben voilà, tu sors, Mm. tu te dis, au moins, il y a. Et j'ai vu, il y avait cette soirée-là. Mais en fait, il faut être au bon endroit pour que tu aies ce genre de réaction. Ce qui veut dire, Ouais. encore une fois, que il faut pas sortir n'importe où. Oui. Il faut travailler ce. Si quelqu'un qui écoute ce podcast se dit, oh, mais c'est trop facile de dire ça. Non, 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 c'est pas trop facile. J'en ai Mm. bavé et j'en bave encore de Ouais. jouer pour des gens qui n'en ont rien à faire. Donc, ça se mérite et il faut obstinément chercher les gens qui veulent écouter notre musique. Oui. Ça, c'est important. Et il L'audience. faut pas se dire, ça, c'est impossible. Si, c'est possible. Mm. J'avais un ami musicien avec qui je joue, avec qui je partageais la scène. Il me fait, tu sais quoi, le public, ça s'éduque. J'adore ça. Mais il a raison. En fait, comment, par exemple, Dire Straits, Mark Knopfler, il a pu sortir à une époque où on n'écoutait que de la musique punk. Bah, le gars, bon, il a eu de la chance qu'il y avait un public pour ça. Mais en même temps, il a fallu qu'ils s'imposent. Ils se sont fait jeter de tous les concerts punk de l'époque où ils jouaient. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, j'arrête de jouer. Je suis pas à la bonne période. Ben oui, il n'était pas à la bonne période, mais quand même, il a percé. Oui. Voilà, ils ont fait un trou énorme parce que ils étaient les seuls à faire ce qu'ils faisaient. Mais il leur a fallu être opiniâtre. Il a eu une chance énorme. Il a été programmé à la BBC. Tout de suite, les gens ont répondu et tout ça. Bon, voilà, il y avait une possibilité à cette époque-là encore peut-être d'arriver à ce genre de choses. Peut-être lui était journaliste, donc il avait aussi des atouts. Et là, on Mm. touche aussi à autre chose. C'est si on a des atouts personnels, eh ben, faut les faire jouer. Si Oui. on a un réseau, si on a des... et il faut commencer par ça. Il faut toujours commencer par tout ce qui est à portée de main et les leviers qu'on peut faire fonctionner et arrêter d'être dans nos petites chaussures et de nous dire mais qu'est-ce qu'il va en penser? C'est Ouais, pas ouais. possible. Hein. Oui. Quand on est arrivé, par exemple, à aller jusqu'au studio pour enregistrer, dépenser des centaines ou des milliers d'euros pour une production, on n'est pas là pour s'arrêter à nos petites peurs. C'est pas possible. C'est sûr. Il faut les balayer. Yes. Balayons ces peurs et j'aimerais, écoute, il y a un point important aussi que tu as parlé qui me semble vital, que ce côté famille, en fait. Oui. Ce côté famille, ce côté relation également. Ça, on pourrait en parler peut-être pendant 3 heures. Oui. Il y a peut-être à dire aussi dans ce milieu-là. Mais je voudrais pas qu'on dépasse trop non plus sur le temps. Je sais que tu as plein de choses à créer aussi. Mais juste terminer sur ce côté de, OK, ma place d'artiste, ma place de papa, ma place d'homme à la maison, tu vois, d'époux. Comment, comment, comment tu as réussi à jongler? Comment tu l'as vécu?
Est-ce que tu as eu des cycles qui étaient plus durs? Et qu'est-ce qui a été pour toi, qu'est-ce qui t'a permis en tout cas de trouver ton équilibre là-dedans? Parce que c'est pas facile quand tu jongles avec différentes casquettes comme ça, de pouvoir également honorer pleinement son art, tu vois. Quand on dit des fois, Totalement, totalement. c'est un peu égoïste. Comment t'as réussi ça, toi? Bah, j'ai eu la chance d'avoir déjà une relation qui était facile dans ce sens-là, dans le sens où quand je me suis mis en couple, euh, elle était consciente que j'étais musicien et que je voulais aller vers là, donc c'est même elle qui m'a encouragé. Après, bien sûr, ça peut avec le temps aidant, ça peut se décaler. Hein. Une personne qui Mm. t'encourage peut à un moment se dire mais c'est n'importe quoi, ça va nulle part. Et c'est vrai que dans les premières années, quand tu as tout ton réseau à faire, que, que tu es comme moi, pas très bon musicien et qu'il fallait même imposer, travailler, c'est beaucoup d'instabilité. Donc, Et- effectivement, ça aurait pu être vraiment difficile. J'ai toujours veillé à garder un équilibre de ma vie de famille, hein, être toujours là pour les enfants. Euh, bon, j'étais là, mais j'aurais pu être plus présent hein, si j'avais pas eu, si j'avais été plus doué musicalement, j'aurais peut-être été plus présent. Je ne sais pas, j'en sais rien. En tout cas, j'ai gardé vraiment un équilibre, hein, contrairement à d'autres musiciens avec qui j'étais, j'ai vu hein, les écueils de leur vie sentimentale, et, de couple, de famille. Moi, j'ai la chance d'être en très bon terme, de vivre toujours avec mon épouse. Ça fait presque 30 ans qu'on est ensemble. On Waouh. a traversé des périodes difficiles pour des raisons diverses. Euh, les décès des membres des familles, ce qui peut tuer un couple. Et ça, je pense que toi aussi, tu en es conscient, c'est en fait l'aspect financier. C'est-à-dire toutes les galères financières sont vraiment des points pivots dans le couple. Hein. Oui, oui, Énormément de couples se séparent en raison de problèmes financiers. ouais. Euh, et c'est là où, en fait, les objectifs communs sont vraiment importants. Et donc, ça veut dire qu'il faut beaucoup de communication et un couple ne vit pas sans communication. Et c'est ça Mm. qui m'a permis, à travers les décennies, de travailler, même si des fois on n'était pas d'accord ou si des fois c'était difficile de vivre au quotidien l'un avec l'autre, mais aussi savoir faire abstraction de certaines colères et se dire se rappeler pourquoi on est ensemble. Oui, Je pense que c'est vraiment important. Et aussi mettre de côté l'égoïsme qui est prévalent dans, dans cette société où c'est moi d'abord. En fait, ce moi d'abord, quand on a une famille, il n'existe pas. Une oui, mère, par exemple, dis à une mère, moi d'abord. Mais une mère, elle ne sait pas une moi d'abord. Son gosse, il est en train de pleurer, il a faim, il est en bas âge. Le moi d'abord, il n'existe pas là. Faut lui donner à manger. Eh ben, oui. dans le couple, on doit être capable de faire ça. Si Mm. ton conjoint il a une période hyper difficile dans sa vie, tu vas pas lui dire allez ciao, hein, merci, mais je te supporte plus là. Ouais, mais bon, c'est quand même trop facile, hein, tu vois, de dire ça. Alors effectivement, ça demande beaucoup de résurgence, mais en même temps, quand tu te retournes, sur la longueur, waouh, quel parcours accompli et quelle profondeur de vie, parce que en fait, ces moments qu'on partage maintenant mais ils sont tous savoureux Mm. et savourés. Ouais, Alors bon, merveilleux. je te parle de de mon expérience de ce qui m'a fait avancer. Et c'est vrai que je pense qu'il n'y a que des récompenses à être résilient, euh, à essayer de contacter ça dans notre vie de tous les jours. Ouais, parce que comme tu l'as dit, tu vois, il y a beaucoup de facteurs euh, qui séparent, je dirais pas séparants, mais des facteurs qui tendent à la séparation. Que tu parles de problèmes financiers, que tu Mm, parles de le côté aussi musique, tu vois, si t'es pas comme tout le monde, bah, c'est naturellement un facteur aussi qui fait que totalement. tu vis pas comme tout le monde, tu as un rythme différent, tu dois voyager Exactement. à droite à gauche, ça demande plus de confiance. Enfin,
y a beaucoup de facteurs quand tu n'es pas dans la case, je dirais, traditionnelle, en couple, qui font qu'effectivement, si tu n'as pas une, des fondations solides dans la relation, et c'est pour ça que c'est ce que toi, si tu avais trois, on va dire, fondations, trois valeurs, trois choses qui à chaque fois, ben voilà, tu as eu ces moments difficiles, mais tu t'es raccroché à ça et c'est ce qui a fait tenir ton couple et c'est ça qui était important. Est-ce que tu aurais trois valeurs ou trois piliers, on va dire, de ton amour qui a construit l'amour sur la durée? Parce qu'on sait qu'au fond, ben voilà, il n'y a rien de plus beau que ça. Il n'y a rien de plus beau qu'honorer l'amour sur la durée, parce que comme tu l'as dit, c'est savoureux, Oui. ça se fait encore aujourd'hui. Quelles ont été pour toi, en tout cas, ces trois choses qui font que, OK, je sais que si je garde ça, si je garde ces trois valeurs, ces trois choses-là, je sais que mon couple, il est bien, mon art continue euh, de fleurir avec le temps, etc. Bah, alors, 3 mots. L'amour, l'amour, l'amour. Je dirais qu'en fait, sans amour, on peut pas faire le chemin. Mm. Et, mais on va le connecter dans différentes. Chacun doit aller le connecter dans différentes sphères. Oui, Moi, je suis quelqu'un de croyant, donc en fait, il y a l'amour dans la spiritualité, euh, la, la fidélité à mes engagements, oui, parce que quand on a un engagement, ben, faut savoir s'y tenir, mais il y a des raisons qui font que tu t'y tiens. Et donc, voilà, il y a cet amour dans la spiritualité, encore une fois. C'est pour ça que je le mm. rattache, tu vois. Euh, il y a l'amour tout court, le partage, bien sûr. Tu vois, le partage de nos vies. Ouais. Et parce que cette expérience qu'on vit l'un avec l'autre, ben, voilà, c'est une expérience unique. Donc, Mm. c'est aller plus loin. Euh, Cultiver cet amour, ça permet d'aller plus loin dans ce partage. Et de toute façon, le maître mot, ça va être l'amour. Hein. Oui, oui, oui. L'acceptation Tu- de l'autre, de son chemin, qu'il soit plus avancé, qu'il soit plus en train de retarder. Des fois, on se dit, il me retarde. Moi, je vais avancer plus vite. Et l'autre, il avance. Exactement, Et toutes ces choses, exactement. c'est l'amour qui fait pardonner, c'est l'amour qui fait la force, c'est vrai. Alors, c'est pas un vain mot. Hein. Mm. C'est même un mot qui a beaucoup plus de sens que celui qu'on y jette aujourd'hui. Euh, et effectivement, il faut qu'il y ait quand même une réciprocité dans la relation. C'est évident. Parce que des fois, on dit, bon, on a tout jeté, mais en fait, c'est quoi l'objectif commun et la réciprocité qu'il y a dans la relation. Bien sûr. Tu vois, donc, en fait, ça ne dépend, évidemment, ça ne dépend pas que d'une personne. Voilà. Eh Donc, oui. encore une fois, il faut avoir la chance de partager quelque chose avec une personne qui est en droite ligne avec avec les mêmes convictions. Ouais, ouais. Donc là, voilà, en ce qui me concerne, effectivement, notre notion spirituelle dans la vie, je pense que est la première des conditions. Mm. C'est celle qui nous permet d'être alignés l'un avec l'autre dans notre quotidien et le respect, tu vois. Bon, voilà. Donc, je te sors pas les mots directement, hein, mais en fait, il y a quand même, il y a quand même une notion de respect, hein, définitivement. Oui, Dans l'amour, il y a le respect de l'autre, de ce qu'il est, de ce qu'il n'est pas aussi. Parce que oui, oui, souvent, tu vois, on peut dire oui, il faut respecter l'autre, oui, mais il faut respecter ce qu'il n'est pas aussi et donc ne pas l'obliger à passer par une case à laquelle il n'appartient pas. bien sûr. Donc c'est le respect et on n'attend pas dans l'amour que la personne fasse tout ce qu'on a envie qu'elle fasse. On respecte son cheminement, on respecte sa vie, on respecte ses désirs et même on va accompagner ses désirs.
c'est la chance que j'ai eue moi, hein, parce que j'ai pu me développer en tant que musicien alors que je ne faisais pas partie d'une famille de musiciens du tout. Je n'ai aucun musicien dans la famille, hein. Donc D'accord. il a fallu que je me projette dans un univers professionnel et technique qui était absolument inconnu dans la famille. Hmm. Donc ça veut dire qu'en fait, j'ai bénéficié de cette aide dans ma relation. Et en fait, cette aide, si elle n'est pas réciproque, hein, c'est là où le couple va à la cassure. Oui, oui, oui. Mais est-ce que tu as ressenti, est-ce que tu ressens encore aujourd'hui je dirais, un lien de connexion étroit entre les différentes sphères de ta vie? C'est-à-dire que, enfin, je sais pas si c'est le fait qu'on soit des artistes, des hypersensibles ou quoi, mais est-ce que tu ressens que, par exemple, quand une fragilité arrive dans un secteur de ta vie, tu sens que ça impacte beaucoup d'autres sphères de ta vie, ou à l'inverse, quand un aspect, en tout cas, si par exemple la famille ou par exemple l'amour, si tu mets ton focus, si tu mets ton attention vraiment sur cette chose-là importante, le reste, naturellement, va évoluer aussi dans la bonne direction. Tu sens que ça, comme une glue, je savais pas une glue, mais une force de cohésion qui fait que le bateau, tu vois, si on prend l'existence comme un bateau, ben ok, si tu vas aller trop vite, tu pars dans une direction, mais tu en oublies derrière la famille, les enfants, ben naturellement le bateau, tu vois, tu as l'avant qui part de poupe et puis l'arrière qui est dans l'eau. Donc un peu. Et est-ce que tu t'as senti justement cet équilibre et comment au final, où est-ce que pour toi, ouais, est-ce qu'il y a un espace? Tu parlais de l'amour, mais est-ce qu'il y a un espace où si tu sais que toi-même, à l'intérieur de toi, tu honores ça et que tu l'honores dans chaque sphère de ta vie, ben, ça apporte de l'harmonie, ça apporte de l'équilibre dans tout ça, quoi. Ou est-ce que c'est juste une illusion? Oh là là, tu me poses une question difficile là. Euh, l'espace, en fait, c'est celui que je me donne tous les jours, c'est mon rythme de vie. C'est ça qui me permet de continuer à faire ce que je fais comme je le fais. L'espace que je mets, c'est le respect par rapport à moi-même. En fait, Hmm. si j'arrive à me respecter moi-même, on revient toujours à cet amour pour soi-même, hein. Ouais, Mais pas un amour déplacé, c'est juste, je veux dire, juste remettre à sa juste place la personne que nous sommes dans l'univers qui nous entoure. ouais, ouais, ouais. Euh, si j'arrive à m'accorder ce respect et ce temps, alors je suis en symbiose avec moi-même et donc avec l'entourage. Et de ce fait, en fait, oui, ça a un impact sur ma relation avec les autres, hein, avec la famille, avec ce que je vis au quotidien. Je pense que, voilà, je dirais on a vraiment besoin de s'entourer, encore une fois, d'amour et de respect. Ça reste un maître mot. Cet espace-là, il est essentiel. Hmm. Prendre le temps de s'écouter, de savoir quels sont. Est-ce que, est-ce que on prend le temps assez, jour après jour, pour écouter nos réels besoins? Parce que professionnellement, par exemple, aujourd'hui, je tire parti de notre société qui a mis en place l'intermittence. Bon, voilà. Je Hmm. serai ailleurs, je devrais travailler la journée et je ferai de la musique de soir parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Aux États-Unis, par exemple, c'est le cas. Beaucoup de musiciens que j'ai croisés, je suis allé à Boston en 2014, les gars, ils travaillent la journée et puis ils font des concerts le soir. Ouais. Euh, mais est-ce que je serais autre chose dans une autre vie? Mais potentiellement, pourquoi pas? Je serais autre chose. Mais est-ce que je m'accorderai toujours cette place, hein, de réflexion sur qui je suis et ce que j'ai et quels sont mes besoins fondamentaux? Hmm. Et je pense que, tu vois, quand je te dis le respect par rapport à soi-même, c'est ça, c'est savoir écouter quels sont ses besoins fondamentaux. Oui, Et je les pense écouter que et les honorer, ça, tu veux dire.
les honorer, bien sûr, bien sûr. Ouais. Les honorer. Donc, ce qui veut dire que, pour répondre à ta question, c'est ça. C'est cet espace vital, c'est savoir quels sont mes besoins fondamentaux et savoir les honorer. Toute Ouais, ma ouais, vie, toute ma vie a été basée sur ça. C'est savoir dire non. Non, je ne suis pas fait pour ce boulot. ouais, ouais, ouais. Voilà, non, non. Ce boulot est en train d'écraser ma personnalité, d'écraser toutes les valeurs que j'ai au fond de moi. Oui. Moi, j'avais des potes, ils allaient travailler sur des plateformes pétrolières. Moi, ça écrase ma personnalité. De Mm. savoir que je participe alors, bien sûr que j'y participe en allant faire mon plein, hein, mais, gagner de l'argent en travaillant avec ces sociétés, personnellement, c'est contrevenant. À ma Mm. personnalité, à mon esprit, ben, je ne peux pas le faire. Donc, je me respecte. Ouais, ouais. Et ça, quand je te parle d'amour et de respect, je pense que c'est des valeurs énormes dans nos vies. Savoir respecter nos valeurs, savoir respecter ce pourquoi on se bat tous les jours dans notre esprit. Mm. À Oui. partir du moment où on fait des compromis, on écrase la personne qu'on est profondément. Ouais. Alors, les seuls compromis qu'on peut faire, c'est quand on a fait une promesse et qu'on sait, comme on parlait tout à l'heure dans le couple, voilà, ça, c'est des compromis acceptables, bien évidemment, puisqu'on a fait un pas. Mais après, quand il s'agit de nos moyens d'existence, il y a beaucoup de gens qui sont en train de tuer la terre parce qu'ils disent je suis obligé de faire un compromis parce que ma famille, comment je vais la faire vivre? Ah oui, oui, bah oui, l'Amazonie est en train de disparaître. On a encore tué un quart en 10 ans de l'Amazonie parce qu'il y a des gens qui se disent je suis obligé de faire ce compromis pour faire vivre ma famille. Ouais. Donc, c'est les énergies, tu vois. Le monde serait tellement plus beau s'il y avait beaucoup moins de compromis, beaucoup plus de respect. Mm. Beaucoup plus d'espace, comme tu l'as dit, cet espace Ouais, dans c'est lequel ça. tu fais cette introspection, où tu es seul avec toi-même, il n'y a personne d'autre, mais c'est toi avec toi-même et c'est également courageux parce qu'il y a c'est pas beaucoup de gens qui, je pense aussi, ont le courage de faire ça, tu vois, d'être face à face avec soi-même, avec tout Oui, ce que ça implique aussi, mais oui, d'aller oui. confronter là, quoi. Ça implique beaucoup de renonciation. C'est-à-dire renonciation d'un standard de vie qui est offert comme le seul moyen d'existence. Ouais. Et c'est vrai que ça demande de la résistance, de la résilience et aussi de comprendre quels sont les enjeux de la société dans laquelle on évolue. Hmm. Oui, oui, oui. Oui, de recomprendre la place de notre responsabilité, quelle est-elle Voilà, vraiment, voilà, et quels sont nos exactement. actes derrière. Est-ce que c'est vraiment prendre sa responsabilité ou est-ce que c'est juste répondre aux besoins de quelques-uns qui sont en rien, en l'occurrence, avec nos valeurs ou avec la personne que nous sommes vraiment. Voilà, voilà. Alors qu'il y a tellement de choses à faire. Hmm. Seulement, il faut l'envisager. Il faut Oui. refuser, il faut refuser les autoroutes de la pensée. D'ailleurs, les autoroutes de la pensée, on les a aujourd'hui avec le vaccin, avec le Covid, avec tout ce qui se passe. Il y a des autoroutes de pensée qui sont là, mais pas que. Notre société est une autoroute de la pensée. On nous demande de correspondre à un cadre, de travailler toute l'année et de prendre des vacances, de consommer en permanence. On est en train de tuer la planète à force de consommer la planète. Hmm. Et tout ça, ça demande effectivement, ça demande du respect par rapport à soi-même, de l'amour, Ouais. et de laisser tomber aussi certains désirs qui correspondent à une société qui est déjà moribonde. Hmm. Bon, on dépasse le cadre là. On dépasse le cadre, mais en tant qu'artiste, tu sais, on porte l'humanité dans notre cœur, donc tout est dans le cadre. Merci. Non, mais Autre. bon, voilà, ça peut te permettre de faire un tour de ce qui motive mon travail de création, d'écriture, de Yeah. relations humaines. Et pourquoi, en fait, je continue à apporter ce travail dans mon cœur et pourquoi je le fais au quotidien aujourd'hui depuis 10 ans.
Parce qu'il y a 10 ans, j'ai décidé que basta, je ne pouvais plus, il y a un peu plus de 10 ans même, il y a 13 ans, que je ne pouvais plus continuer dans une vie de renonciation Hmm. et que j'ai osé prendre la décision de faire ce qui était le plus important. Et Yes. je, et je, Et et je merci, pense, je pense de que le dire. l'avenir sera la même chose. C'est juste qu'il Hmm. faut rester aligné par rapport à, à nos désirs et à nos besoins, mais Exactement. profonds. Oui. Voilà. Nos désirs personnels et nos besoins personnels, pas les désirs et les besoins de la société de consommation dans laquelle on vit. Yes. Ok, Franz. Deux derniers points avant que tu nous partages également où est-ce qu'on peut écouter tes dernières chansons ou les derniers concerts que tu as en date. Le premier, c'est si tu avais un bouquin à recommander, justement, si tu as un seul bouquin que tu voudrais recommander à des personnes, soit artistes, hypersensibles, ce serait lequel que tu recommanderais? euh... Ah là là. Là, comme ça, à brûle pour point. Un livre à. Bah, j'ai parlé tout à l'heure là de Jacques Salomé pour la restitution, mais Ouais, j'ai pas de thème. J'ai pas de nom de livre. Non, là, à l'instant T, j'ai pas de livre en tête. Hein. Euh, je sais que le, allez, je vais dire quelque chose. Je vais en donner un quand même. Lisez le livre des Proverbes. le livre, Euh, le livre des Proverbes, c'est dans la Bible. d'accord. Lisez le livre des Proverbes. Ok, Euh, c'est le roi Salomon qui a ouais, été, comment dire, qui était un sage de l'époque. Hein. C'était un philosophe, un sage. La reine de Sheba, donc éthiopienne, est venue le voir, s'est déplacée pour le voir dans son royaume, pour le rencontrer tellement sa sagesse avait gagné tout l'Orient. d'accord. Et le livre de Salomon est Proverbe, il y a Proverbe et je crois que c'est Cantique des Cantiques, je crois comme ça. Le suivant sont deux lectures réjouissantes hein, de sagesse. Hein. D'accord. Ça pourra peut-être inspirer certains pour des chansons. Yes. Le C'est livre des proverbes donc, qu'on trouve dans la Bible, c'est ça? ouais, c'est ça. D'accord. Super. Et la deuxième chose, alors, c'est si tu avais un message assez court mais impactant que tu voudrais faire entendre à l'humanité aujourd'hui, tu pourrais mettre sur un panneau de la taille d'un stade de foot que tout le monde verrait, ce serait quoi? J'avais- moi, tu sais, je cultive la petitesse. Alors, déjà, me voir écrire quelque chose pour la, la grande masse, c'est c'est de retrouver, en fait, retrouver votre moi authentique. Mais soyez authentique. Ok. C'est redevenez une vraie personne. Hmm. Soyez vrai. Et c'est tellement important aujourd'hui de développer ça, Oui. de développer l'authenticité. Cette authenticité, elle manque tellement. Hmm. Elle manque tellement. Si on arrive à aimez-vous et soyez vrai. Hmm. Et ensuite, ben, tout le reste découle. C'est-à-dire que tu aimes la plus grande des lois, c'est aimer son prochain. Ça, c'est toujours d'actualité. Aimer euh, son prochain, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais ça peut pas commencer par sans l'amour pour soi-même et sans Oui. l'authenticité. Yes. Super. Je le vois bien en tout cas déjà en haut du stade là. Aimez-vous et soyez vrai. Soyez, Boum. Pas sur l'autoroute, tu vois ça dans les péages. Aimez-vous et soyez vrai. Boum. C'est ça qu'on a besoin plutôt que de la pub pour la prochaine Coupe du Monde. Mais bon, tout est parfait que le monde. Franz, où est-ce qu'on te retrouve sur Spotify? Donc vous pouvez retrouver Franz Robert Wild.
ROBERT Wild W-I-L-D France F-R-A-N-Z. Tu as des prochains concerts. Oui, ton prochain single, il est sur Spotify Alors ou sur d'autres plateformes? Non, sur Spotify et sur toutes les plateformes numériques D'accord. possibles, puisque le distributeur, il le distribue partout. Et oui, donc le dernier single, The World Piano, il y a un remix qui va sortir de ce titre le 8 octobre prochain. Okay. Et puis il faut suivre l'actualité parce que les singles, ils sortent les uns après les autres tous les un mois et demi. Et j'en ai jusqu'à avril prochain. Donc voilà, les actualités après sur mon site www.francewide.com. J'ai toutes les actus là. S'il y a des nouveaux concerts, c'est possible. Si vous voulez des concerts chez vous, je vais passer en Suisse. J'espère pouvoir passer en Suisse en octobre. Si vous voulez des concerts à la maison, il faut m'envoyer un message et puis on organise ça. Voilà, tout simplement. Ok, super. Je mettrai les liens de toute façon. Voilà, je te remercie par avance. Et puis, tu voulais dire un dernier mot de la fin? Écoute, merci pour ton accueil et je souhaite à toutes les personnes qui écoutent ce podcast de pouvoir continuer à écouter tous ces podcasts successifs avec toutes les petites astuces que les uns et les autres ils peuvent donner. Je sais pas ce que j'ai pu donner aujourd'hui, mais partager un petit peu mon expérience, voilà, tout simplement, toute simplicité, toute humilité. Merci pour votre écoute et merci à toi pour ton accueil. Et merci en tout cas, parce que voilà, c'est ce que tu as incarné. Aimez-vous et soyez authentique. C'est ce que moi, en tout cas, j'ai ressenti avec toi aujourd'hui. Et comme toutes les fois où on s'est rencontrés, c'est ça qui nous relie aussi. Donc merci d'être qui nous sommes, d'être qui tu es. Et puis, on se donne rendez-vous, qui sait, peut-être dans un prochain concert ou avec grand plaisir. Ouais. Prochain partage. Franz, une belle journée, une belle semaine. Oui, merci, toi aussi. On se dit à bientôt. À plus. À bientôt. J'ai été très heureux de te partager toutes ces informations. Si elles t'ont inspiré, sens-toi libre de partager ce podcast à des amis qui pourraient en bénéficier. Et si également tu veux influencer ce podcast et décider du prochain sujet, sache qu'il y a une page où tu peux simplement aller justement mettre ton sujet. C'est maximnardini.com/ask www.maximnardini.com/ask et tu peux simplement donner ton sujet et je me ferai un plaisir de l'aborder dans les prochains podcasts. À bientôt, ciao.